Bonjour, content de te revoir aujourd'hui dans le podcast Décodeur Nomade. Aujourd'hui un petit podcast où je voudrais te parler des problèmes récents de Boeing et de son dernier 737 MAX 8. J'en ai fait un petit parallèle avec le problème qu'on a un peu dans les systèmes d'information, dans les logiciels, dans les applications, etc. Le fait que les systèmes en fait ils se complexifient de plus en plus et c'est devenu vraiment une grosse galère à gérer. Et de temps en temps il est peut-être bon, on va dire, de faire une remise à zéro, un reset, de repartir d'une feuille blanche pour éviter tous ces problèmes. Alors, je ne sais pas si tu as suivi un peu l'actualité et le problème des 737 MAX 8, MAX 8, qui a un problème autour des dernières générations de Boeing. Je ne sais pas si tu as vu, récemment, il y a eu un crash d'Ethiopian Airlines et donc qui a été suivi précédemment, il y avait eu un crash de la compagnie indonésienne Lion Air. Alors moi, je m'en souviens parce que justement, je venais d'arriver à Bali, c'était en octobre, et quelques semaines plus tard, je vois qu'un avion qui était parti de Bali et qui était arrivé à Jakarta s'était écrasé avec la compagnie Lion Air, une compagnie qu'on voit assez souvent en Indonésie, qui est une compagnie low cost. Et du coup, quand même, deux crashs d'avions sur le même type d'avion à 5 mois d'écart, ça pose quand même un problème. Et du coup, je voulais te parler de ça aujourd'hui. Je voulais te parler un peu. En fait, ce que voulait faire Boeing à la base, il voulait pas. Là, ce qui a été fait Boeing, en fait, ce que voulait faire Boeing à la base, j'ai du mal aujourd'hui. C'était que Boeing voulait faire un nouvel avion, il voulait faire un nouveau système, un nouvel avion tout neuf, repartir de zéro, repartir d'une feuille blanche. Et le problème, c'est que la concurrence était forte. Enfin, la concurrence est forte en fait. Tu vois, ils ont Airbus en face et ils ont aussi Airbus. Ils ont aussi les compagnies chinoises, ils ont des compagnies, je crois, du Canada qui se mettent à faire des avions. Et du coup, ça leur aurait pris beaucoup de temps de repartir d'une feuille blanche. Et du coup, ce qu'ils ont fait, ils sont repartis d'un 737 qui existe depuis déjà longtemps, depuis les années 60, qui a été mis à jour régulièrement. Et ce qu'ils ont fait, puisque ce qui est fait actuellement, enfin ce que les compagnies recherchent actuellement, c'est l'économie d'énergie, l'économie en kérosène. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait des études en soufflerie, etc. Et ils se sont dit, voilà, ce qu'on peut faire pour en reprenant un ancien Boeing 737, c'est de rajouter des moteurs plus puissants et les mettre, tu sais, je sais pas si tu vois les avions, normalement tu as les ailes et tu as les deux moteurs, parfois 4 moteurs sur les gros avions, mais souvent 2 gros moteurs qui sont sous les ailes. Ce que Boeing a décidé de faire, c'est de les placer légèrement en avant. Tu vois, tu peux le voir sur une photo de 737 MAX 8, c'est que tu as les 2 moteurs, en fait, ils sont légèrement sortis en avant, tu vois, de l'avion. Du coup, ça pose pas un problème, mais ça pose un problème quand même. C'est que le poids, le centre de gravité de l'avion est légèrement plus en avant que d'habitude. Et lorsque l'avion accélère, alors au démarrage, au décollage, tu vois, ou même pendant certaines phases de vol, l'avion a tendance à cabrer. C'est-à-dire l'avion a tendance à monter plus haut, tu vois, le nez de l'avion pique vers le ciel en quelque sorte, et du coup ça pose un problème de portance, qu'on appelle un problème de portance, parce que si l'avion est pas droit, c'est-à-dire si l'avion a un angle qu'on appelle un angle d'attaque plus élevé que la normale, alors il y a une certaine plage autorisée, mais si ton avion est trop cabré, donc trop vers le haut, l'avion n'a plus de portance, et la portance c'est quoi? C'est ce qui permet de faire voler l'avion, et du coup si l'avion a plus de portance, il s'écrase. Donc ça, c'était un problème, on va dire, c'est un problème de conception de l'avion. Et ce qu'a décidé de faire Boeing, c'est tout simple. Ils se sont dit, ok, si on a ce problème, nous on va sortir, on va corriger ce problème avec ils ont fait une sorte de patch, une sorte de rustine, tu vois, pour corriger ce problème de conception. Ce système s'appelle le MCAS. Donc le MCAS a été mis comme ça un peu en mode on va dire en mode bourrin, un peu en dernière minute. Ils se sont dit, on a un problème de conception avec notre avion là. L'avion a tendance à piquer. Nous on va rajouter un système sur le système, tu vois, un genre de correctif, tu vois,
pour corriger ce problème d'avion qui se met à cabrer. Alors c'est un cas très rare, hein, c'est un cas qui arrive rarement, hein, que l'avion arrive à se mettre à cabrer, tu vois, c'est pas un truc qui arrive toutes les 5 minutes, tu vois, c'est pas un truc qui arrive, c'est un cas tellement rare d'ailleurs que c'est même pas décrit dans le manuel de l'avion, c'est-à-dire que les pilotes, c'est quand même un peu grave, tu vois, c'est que les pilotes n'ont pas conscience, ne savent pas qu'il y a un système qui peut agir sur l'avion. C'est même pas écrit dans le manuel. Donc il fait quoi ce fameux MCAS, ce fameux patch, cette fameuse rustine que Boeing a rajouté sur ses avions? Et ben il agit sur ce qu'on appelle le trim. Le trim, je sais pas si tu vois, t'as peut-être déjà vu, t'as des vidéos, hein, sur YouTube comme ça, tu vois des cockpits de pilotage et tu vois des pilotes dans le cockpit. Tu peux regarder sur YouTube, hein, tu as beaucoup de vidéos comme ça. Et si tu vois la cabine de pilotage, tu as les 2 sièges de pilote, ils ont le manche là, ce qui permet de contrôler l'avion. Et puis tu as 2 grosses roues à leur gauche et droite, donc au milieu, ça dépend d'où est situé le pilote. Mais tu as 2 grosses roues qui tournent en permanence, ce qu'on appelle le trim, tu vois, qui permet d'agir sur ce qu'on appelle le stabilisateur, qui est à la queue de l'avion derrière, là, ce qu'on appelle l'empennage, tu vois. Tu as 2 petits stabilisateurs qui permettent de stabiliser l'avion. Ça veut dire que, je sais pas, si tu as par exemple en plein vol, tu as un groupe de 5 personnes qui se déplacent de l'avant vers l'arrière, et le poids va se décaler vers l'arrière, hop, ces stabilisateurs les trims vont tourner, tu vois, le trim va tourner, et ça permet de stabiliser l'avion en permanence. Donc ça, en fait, en gros, dans un avion, en plein vol, ça tourne tout le temps, quasiment tout le temps. Le but, c'est de rééquilibrer, l'avion. Et ce que fait le CAS, donc ce que fait le MCAS, c'est qu'il agit sur le trim, il agit sur ce fameux trim, tu vois, sans vraiment prévenir les pilotes. Et ça, c'est quand même un problème de culture, tu vois. C'est pas dans la culture de Boeing, tu vois, d'agir sur les commandes, en fait, sur la chaîne de commandement. En fait, pour t'expliquer un peu, alors moi je suis un peu le truc comme ça, je suis pas expert dans le sujet, mais tu as quand même 2 philosophies très différentes entre Boeing et Airbus. Boeing, leur culture, c'est quoi? La culture, c'est quoi chez Boeing? Tous les pilotes pourront te dire ça. C'est que la culture de Boeing, c'est le pilote a le dernier mot. C'est-à-dire que le pilote contrôle tout le temps son avion, c'est lui qui contrôle l'avion, et le système n'agit pas sur l'avion directement. Et c'est vraiment une philosophie qui n'est pas comme Airbus, parce que Airbus, eux, ont une autre philosophie. La philosophie d'Airbus, c'est que le système parfois est prioritaire sur le pilote. Tu vois, ça avait d'ailleurs, je ne sais pas si tu te souviens d'un des premiers crashs d'un avion Airbus A320 là, qui s'était écrasé en Alsace lors d'un meeting aérien. Tu sais, le fameux, tu sais, ça avait fait, elle est connue, hein, cette image de l'avion du Boeing là qui s'écrase pas dans la forêt, mais dans la forêt au-dessus des arbres, etc. Et ça a posé un problème, ce crash, puisque c'était un meeting aérien et le pilote avait baissé la vitesse, donc à la limite du décrochage, tu vois. Le décrochage, c'est quand tu n'as plus de portance et que l'avion se met à tomber comme une pierre, tu vois. Donc le pilote avait volé comme ça à la limite du décrochage, tout doucement, avec le nez un peu relevé, tu vois. Et à un moment, il a failli décrocher. Alors ce qu'il a fait, c'est qu'il a remis les gaz. Et l'avion n'a pas tout de suite réaccéléré, et au lieu de cabrer, en fait, l'avion s'est remis à plat, donc tout plat, et il s'est mis à s'écraser dans la forêt derrière. Donc tu peux retrouver ce fameux crash sur YouTube, il est assez connu, et en fait ça avait posé problème, puisque le pilote lui avait dit non, mais moi je suis désolé, c'est pas de mal, il avait survécu, ça avait fait 8 morts je crois, et puis les pilotes avaient survécu, et le pilote avait toujours dit que non, il avait accéléré, qu'il avait tenté de relever le nez de l'avion, et que à l'inverse, le système automatique anti-décrochage qui venait d'être installé sur cette nouvelle génération d'Airbus, tu vois, avait empêché l'avion de décrocher et avait remis l'avion à plat en quelque sorte. Donc tout ça pour t'expliquer que finalement ces deux philosophies très différentes de conception et de chaîne de commandement, on va dire, dans les avions, entre Boeing et Airbus et d'autres constructeurs. Et du coup là, Boeing, ce qu'a fait Boeing, c'est que
Boeing a agi contre contre sa culture en fait. Ils ont rajouté comme ça un système qui agit sur la chaîne de commandement sans prévenir les pilotes, tu vois, un peu en loose day. C'est vrai que commercialement, si tu dis oui, j'ai un avion, il a tendance à piquer, enfin à monter un peu, voilà, donc c'est un petit défaut de l'avion, on l'a corrigé avec un système MCAS, machin, tout ça. Commercialement, c'est pas terrible et on a l'impression qu'ils ont passé un peu le truc en loose day. Donc du coup, tiens, pour revenir à ce qui s'était passé avec Lion Air et sur Ethiopian Airlines, il s'est passé quoi? C'est que les pilotes, ils ont décollé comme d'habitude, tu vois, ils ont décollé comme d'habitude, pop, voilà, ils démarrent, machin, l'avion, ils accélèrent, l'avion décolle. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une sonde, la sonde qui est la fameuse sonde d'incidence qui calcule l'angle d'attaque de l'avion, tu vois, qui s'est mis à déconner. L'angle d'attaque, tu vois, comme je te disais, c'est l'angle de l'avion. Est-ce qu'il est parallèle au sol ou est-ce qu'il a tendance à descendre ou à monter, quoi, en quelque sorte. Et là, donc, problème sur cette sonde d'incidence. La sonde d'incidence, elle envoyait des messages du type, voilà, l'avion est à 45 degrés, par exemple, tu vois. Et là, ce qu'a fait le système a détecté que l'avion était dans un mode pas normal, ce qui veut dire que l'avion potentiellement allait décrocher. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le MCAS s'est mis en route automatiquement. C'est normal, c'est une protection qui a été mise pour ça. Sauf que les pilotes n'ont même pas conscience que ce MCAS existe. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le MCAS s'est mis en route et l'avion qui était à plat s'est mis à piquer du nez, c'est-à-dire à tomber aller vers le sol, c'est-à-dire descendre piquer du nez, quoi. Et donc qu'est-ce qu'ont fait les pilotes? Les pilotes réflexes, ils ont tiré sur le manche, c'est-à-dire qu'ils ont tiré sur le manche pour redresser l'avion. Mais quand tu tires sur le manche, t'agis pas sur ces stabilisateurs, hein, t'agis sur ce qu'on appelle la gouverne de profondeur, donc c'est deux ailerons qui sont à l'arrière de l'avion, mais ça permet pas de redresser l'avion. Pourquoi? Parce que le MCAS, il est fait pour fonctionner. Ils sont pas cons, les mecs d'Airbus, ils se sont dit on va mettre une protection, pas les mecs d'Airbus, les mecs de Boeing, ils se sont dit on va mettre une protection. Le MCAS ne peut agir. Attends, j'ai mon chien qui meurt. Le MCAS ne peut agir que pendant 10 secondes et après il s'arrête et il recheck les conditions, on va dire 2 ou 3 secondes après. Ce qui veut dire qu'à chaque fois que les pilotes étaient en train de corriger le problème causé par le MCAS, le système, donc les pilotes corrigeaient, le système recheckait les conditions, hein, c'est comme un algo tout con, hein, if, incidence, machin, angle, vitesse, hop, on relance le trim et on repique, etc. Tu vois. Donc du coup, en quelque sorte, ça aboutit au crash et les pilotes n'ont pas pu tout simplement piloter leur avion. Alors, ils auraient pu, parce que c'était arrivé justement chez Lion Air, au vol entre Jakarta et Bali, je crois, juste avant, les pilotes avaient eu un peu ce problème-là. Et eux, ils avaient conclu que c'était un problème de déclenchement de trim intempestif ou un truc comme ça. Et puis ils avaient débranché les fusibles du trim ou un truc comme ça. Enfin bref, ils avaient trouvé une solution et au lieu d'en parler, d'émettre, quand les pilotes atterrissent, ils peuvent dire, t'as des fiches, alors j'ai plus le nom du truc, pour dire voilà, il s'est passé tel incident et on recommande de faire attention, etc. etc. Les mecs, eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont rentrés chez eux tranquillement, ils ont prévenu personne que que l'avion avait eu un problème et ça a quand même causé la mort de leurs collègues le lendemain qui ont pris l'avion. Enfin voilà pour cette petite explication autour du Boeing 700, enfin des deux crashs autour des Boeing 737 MAX 8. Donc qu'est-ce qui s'est passé finalement avec tout ça? C'est que l'avion a été interdit de voler, hein. Donc perte énorme pour Boeing. Tout ça pour te dire que tu vois, des simples petites corrections, des petits patchs qui permettent, des petites rustines, tu vois, qui a priori qui permettent d'améliorer la sécurité, tu vois. Sur un système complexe, tu sais pas où ça peut amener. Là, ça a des graves conséquences parce que déjà tu as 2 crashs, donc beaucoup de morts, c'est la première conséquence. Et en termes d'image, Boeing en a pris un coup. Et en termes commercial, c'est quand même leur cash machine à Boeing 137. Et là, si les commandes s'arrêtent, pour eux, ça risque d'être très 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 problématique. Donc voilà, même tout ça, pourquoi je te parle de ça aujourd'hui dans ce podcast, c'est que avec la complexification du système, de moins de petits changements, des petits patchs, des petites choses, peut avoir vraiment
des graves conséquences. Donc toi, si tu as un business, par exemple, si tu fais du e-commerce, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent qui font du e-commerce, tu vois, et que tu fais des sites, je sais que régulièrement, tu vois, un site, ça se met à jour régulièrement, tu vois, régulièrement, tu mets à jour des pages, ta page produit, ta page machin, donc tu mets à jour, tu mets plein de plugins, plein de choses, enfin, c'est vivant un site, tu vois. Mais régulièrement, ton système, en quelque sorte, il va tellement vieillir et il va tellement se complexifier que de temps en temps, c'est bon moi je l'ai fait souvent, j'ai des sites e-commerce et de temps en temps, au bout d'un moment, quand je sens que ça se complexifie trop et que ça devient trop vieux, bim, il faut repartir sur une page blanche, une nouvelle installation, un nouveau système, un truc tout propre, simple, compréhensible par tout le monde avec des choses plutôt faciles à maintenir, etc. Donc ça, c'est pour si tu as des applications e-commerce ou des applications iOS ou autres, ou des logiciels ou des choses comme ça, de temps en temps, alors ça coûte de l'argent, bien sûr que ça coûte de l'argent, mais ça te permet de maîtriser ton système. En fait, plus un système se complexifie, plus il aura tendance à être chaotique. C'est un peu le principe, ce qu'on appelle le principe d'entropie, tu vois, c'est un principe mathématique qui a été démontré un bon nombre de fois. Ce principe, il est simple, c'est un peu, tu vois, si tu prends... le principe, c'est que plus le temps avance, plus les choses ont tendance à devenir chaotiques et ça te coûte de l'énergie pour les réorganiser. C'est un peu le principe de l'entropie. Je donne un exemple très simple. Imagine, tu as un jeu de cartes, de poker par exemple. Il est organisé, il est rangé, il est plié, il est propre, il est simple. Si tu le jettes en l'air, le principe d'entropie veut que ce système se désorganise, c'est-à-dire que tes cartes s'éparpillent un peu partout et que tu as très peu de chances que si tu jettes ton paquet de cartes en l'air, elles retombent tous bien rangées les unes sur les autres dans l'ordre, tu vois. Ça, c'est le principe d'entropie. Le principe d'entropie, c'est au fur et à mesure, avec le temps, ton système a tendance à devenir de plus en plus chaotique et pour le réorganiser, ça te coûte de l'énergie, du temps. Par exemple, si tu veux réorganiser ton jeu de cartes, il faut que tu ramasses les cartes, ça te coûte de l'énergie, que tu les prennes, tu les tries, tu les mettes dans l'ordre, etc. Et moi, ça me fait penser à beaucoup de missions. Tu as beaucoup de missions, beaucoup de logiciels qui sont comme ça. Moi, j'ai fait des missions où j'ai vu des systèmes de plus en plus vieux, de plus en plus complexes, de plus en plus immaintenable, je sais pas comment on dit d'ailleurs, galère à maintenir, tu vois, où c'était le bordel. Et la moindre évolution, moi je me souviens, j'étais dans un système, je vais pas dire le client, mais qui calculait des trucs d'imposition, machin, donc avec des règles de calcul, etc. Et je peux te dire que la moindre évolution, la moindre petite chose, ça te coûtait de l'énergie, c'est-à-dire qu'en termes de ressources, ça te prenait du temps, c'était très sensible, tu risquais de tout péter, le moindre petit champ que tu rajoutais dans un endroit, tu vois, ça pouvait te faire péter le truc en production, tu vois, comme le moindre petit changement dans ton avion, ça peut te faire cracher l'avion, tu vois, en quelque sorte. Donc tout ça pour te dire que de temps en temps, c'est bien de repartir à zéro. D'ailleurs, dans cette mission, les mecs ne comprenaient pas que eux, c'était quand même une grosse structure, qui avait des gros moyens, qui avait de grosses équipes. Ils ne comprenaient pas que des petites startups avec peu de budget, peu de personnel, hop, ils arrivaient à faire 10 fois mieux, 10 fois plus rapidement et 10 fois plus simple. Et qu'ils arrivaient à faire ça gratuitement alors que eux, leur service était payant. Et pourquoi ? Parce que les startups, elles partent d'une page blanche, d'une feuille vierge, enfin d'une page vierge en quelque sorte, et du coup, la complexité de leur système, elle est très faible, c'est très simple, donc du coup, ils peuvent évoluer plus rapidement et les modifications sont plus rapides. Donc voilà, même si toi tu fais un business, rends le simple, évite les business complexes, essaie de faire des business simples. Si tu as des logiciels, c'est pareil, et de temps en temps, quand c'est trop le bordel, il faut repartir d'une feuille blanche. Donc voilà, on arrive maintenant à la fin de ce podcast. Voilà pour le petit parallèle entre les problèmes de Boeing et de la complexification des systèmes et le parallèle entre tout ce qui est logiciel, software, application. J'espère que tu auras pu aimer ce podcast. On arrive à la fin de ce podcast. Je te dis, n'hésite pas à mettre petite recommandation, comme d'hab, si tu es sur Apple Podcast ou si tu es sur SoundCloud ou autre. Maintenant aussi, je me suis mis sur Spreaker, pour ceux qui préfèrent utiliser cette application. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu si tu es sur YouTube. Moi, je te dis à bientôt pour le prochain podcast. Salut!